Cette vidéo est sponsorisée par les matelas Emma, les experts du sommeil. En effet, j'ai reçu un super matelas qui s'appelle Hybride, ainsi que des super coussins très moelleux, qui d'ailleurs reprennent leur forme tout seuls, c'est assez stylé. Faut savoir que le matelas hybride il est super confortable et faut savoir que j'ai souvent des problèmes de dos puisque je travaille de la maison et je suis donc forcément très souvent assis. Et du coup il est très fréquent que je me réveille et que j'ai mal au dos. Et du coup j'ai été agréablement surpris par le matelas qui m'a franchement permis de réduire mes douleurs au réveil. Je parle comme un vieux, c'est effarant. J'ai un deuxième problème, c'est que j'habite sous les combles. Et du coup en été je souffre vraiment de la chaleur et j'ai très chaud, genre je sue comme un gros porc. Et ce qui est bien avec ce matelas hybride, c'est qu'il a une technologie qui s'appelle Ergocell. C'est une technologie qui permet l'amélioration de la circulation de l'air dans le matelas et ça permet tout simplement d'éviter l'abondance de sudation. Je peux donc rester au frais en toutes circonstances. Et au final on peut dire que passer ses meilleures nuits sur ce matelas, c'est un petit peu comme si on passait aussi nos meilleures journées. Tuez-moi. Faut savoir que ce matelas hybride a été primé 7 fois en Europe, dont UFC meilleur choix que choisir en 2021. Oui, vous savez, l'UFC, les combats de matelas. J'adore l'humour. Les matelas sont garantis 10 ans. La livraison est rapide, gratuite et en un clic devant votre porte. Les retours sont eux aussi bien évidemment gratuits et vous avez 100 nuits de test, donc 100 nuits d'essai sans risque. Et si le matelas vous convient pas, vous pouvez le retourner sans problème. Et si pour l'instant changer de matelas c'est un trop gros investissement, faut savoir que vous pouvez changer quelques accessoires et améliorer vos nuits pour un 1000 à petit prix, comme par exemple votre oreiller. Celui-ci m'a gentiment été envoyé par Emma et il est super moelleux, donc si vous aimez pas les oreillers qui sont trop durs, c'est parfait. Regardez-le là, il est tout mou là, il se laisse faire là. Oh, tu vas pas te laisser marcher sur les pieds quand même. Sachez que vous pouvez aussi changer vos couettes et vos surmatelas pour avoir un meilleur sommeil et le tout est bien sûr livré devant votre porte. Tous leurs produits sont vraiment d'excellente qualité et en plus ils vous régalent avec un lien dans la description où vous aurez accès à moins 10% de réduction supplémentaire sur les matelas. L'offre est valable pendant 2 semaines et si vous avez des questions, vous pouvez les contacter sur Instagram ou par mail. Merci encore à eux de soutenir la chaîne et cette vidéo. Retour aux histoires. Notre histoire commence durant une nuit pluvieuse dans la ville de Knoxville, au Tennessee. Dans une station-service, un jeune garçon en sang s'y est réfugié et l'un des clients appelle la police. Knox County 911. There's a man that just walked in the store. He's heavily bloodied. Looks like he's been in a fight. His roommate's still in there. Apparently somebody broke into his house. Is his roommate okay? He doesn't know. Okay, can I talk to him, please? Sure. Dans un appartement étudiant à environ 1,5 km de la station-service, une jeune femme tente tant bien que mal de survivre. Seulement quelques minutes plus tôt, celle-ci dormait paisiblement dans sa chambre lorsque tout a basculé. La police prévient rapidement des patrouilles qui s'empressent de venir sur les lieux puisque la jeune fille aurait été vue pour la dernière fois hurlant à la mort sur le sol de sa chambre. Les policiers entrent alors dans la bâtisse et se rendent compte immédiatement que les choses semblent bien plus horribles qu'ils ne l'imaginent. Par terre, à côté de la porte d'entrée, la jeune Joanna Berry gise dans une mare de sang, dans son sang. Incapable de communiquer et paralysée, elle ne pousse que quelques sons de détresse et d'agonie. La police doit tout d'abord évoluer dans l'appartement et s'assurer qu'aucun suspect ou victime n'est encore sur les lieux. Et ce qu'ils y voient est un véritable cauchemar. Chaque pièce est plus horrible que la précédente. La chambre de Joanna est maculée de sang et il est à présent évident que quelque chose de terrible s'est produit en ces lieux. Une fois l'appartement fouillé, les policiers descendent voir Joanna et tentent tant bien que mal de la réconforter et de la maintenir éveillée jusqu'à l'arrivée des secours. Une fois l'ambulance sur place, la jeune femme est amenée d'urgence à l'hôpital. Joanna possède de sérieuses lésions au visage, à la nuque et dans le dos. Il semble que la jeune femme se soit vigoureusement défendue puisqu'elle possède des traces de lutte et de défense partout sur le corps. Joanna s'est battue pour sa vie. Entre sa chambre et celle de son colocataire, ce qui semble être l'arme du crime est retrouvé par terre. Un simple couteau, pareil à ceux que l'on trouve dans les cuisines de monsieur et madame tout-le-monde, est retrouvé au sol, tordu par la violence de l'attaque. Il est couvert de sang, de cheveux et même d'empreintes. À l'extérieur, on y retrouve des gouttes de sang, comme si quelqu'un quittait la scène du crime. Les portes sont elles aussi couvertes de sang, mais rien ne semble indiquer
qu'elles aient été forcées. Dans la chambre de son colocataire, Jason, les enquêteurs retrouvent une planche en bois imprimée d'une empreinte de chaussure ensanglantée ainsi que plusieurs gouttes de sang au sol. Mais c'est en allant interroger ses voisins directs que les policiers font une découverte complètement folle. Il semblerait que Joanna ait réuni ses dernières forces pour aller frapper à la porte de ses voisins en cherchant désespérément de l'aide, et le pire, c'est que personne ne lui a jamais ouvert. Malheureusement, malgré sa force, sa détermination et son courage, les blessures bien trop profondes infligées sur l'entièreté du corps auront raison d'elle, et seulement quelques minutes après être arrivée à l'hôpital, Joanna décède sur la table d'opération. Personne n'a rien pu faire. Sa famille est bouleversée et personne ne comprend. Elle est décrite comme une jeune fille mature, gentille, attentionnée et aimante. Comment pourrait-on faire du mal à quelqu'un d'aussi inoffensif et apprécié? Pourquoi une fille sans ennemis et sans problème a-t-elle été meurtrie de la pire des façons? Pourquoi son colocataire a-t-il eu la vie sauve et pas elle? Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut s'intéresser à la seule personne qui en soit sortie vivante, Jason, le colocataire de Joanna. La jeune femme est une élève brillante qui ressort du lycée avec 2 diplômes en 2 ans et demi et devient la plus jeune élève jamais acceptée à l'université de Michigan, où elle y poursuit ses études de droit qu'elle ne va pas tarder à quitter. En effet, les cours ne l'intéressent que très peu et un jour, elle appelle son père pour lui dire qu'elle souhaite changer de chemin. Au fond d'elle, sa réelle passion, c'est les enfants. Elle décide de poursuivre son rêve et de retourner dans sa ville natale, à Knoxville, où elle se retrouve près de sa famille et de l'université de Knoxville. Et ce pour y faire des études dans le domaine de la psychologie de l'enfant. C'est dans ces conditions qu'elle y revoit un ami du lycée, Jason. Ils se sont rencontrés lors de leurs études il y a quelques années et Jason sortait avec une bonne amie de Joanna. Celui-ci possède un appartement avec une chambre supplémentaire qu'il n'utilise pas et propose à Joanna de s'y installer. Elle s'était récemment mariée avec un jeune homme du Michigan avec qui elle parlait pratiquement chaque soir. Seulement 6 semaines après s'être installée dans cet appartement, la jeune femme sera sauvagement abattue. La police s'intéresse rapidement au jeune homme et à l'aide de ses conversations, ils déterminent qu'il se trouvait à l'université de Michigan vers 23h30 la veille du meurtre. Prenant en compte la durée du trajet pour se rendre chez Joanna, l'assassiné et retourner sur son campus dans la même nuit, les enquêteurs déterminent qu'un tel scénario est impossible et qu'il est donc innocent. Concernant Jason, il a lui aussi plusieurs lésions sur tout le corps, mais celles-ci sont beaucoup moins graves. La police s'intéresse donc à son cas et le jour suivant le meurtre, il accepte de venir au commissariat pour être entendu et va révéler d'intéressants détails à la police. En ce qui concerne votre relation, y a-t-il déjà eu une attirance entre vous deux? J'ai toujours considéré Joanna en tant qu'amie. Je n'ai jamais eu envie de sortir avec elle. Durant cette nuit, êtes-vous allé vous coucher à la même heure? Elle est sûrement allée dormir vers 10h30. Et moi je suis allé au lit vers minuit et demi, quelque chose comme ça. De quoi te rappelles-tu après ça? Je me rappelle juste m'être réveillé, avoir entendu des cris. J'ai cru qu'elle faisait un cauchemar. J'ai regardé mon alarme, je me rappelle avoir lu 4 heures. Quelque chose comme ça. J'ai ensuite ouvert ma porte et une figure est apparue devant moi. Selon ses dires, il aurait ouvert la porte de sa chambre après avoir entendu sa colocataire crier et se serait alors retrouvé nez à nez avec une silhouette. Naturellement, la première réaction de n'importe quelle personne dans une situation pareille aurait été de fuir comme Jason l'a fait. Mais la police semble néanmoins avoir du mal à comprendre un détail. À la seconde où il m'a vu, il m'a attrapé et m'a jeté sur le lit.
J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter son couteau. Je l'ai même attrapé une fois. C'est là que j'ai senti la partie coupante du couteau m'entailler le doigt. Au moment où j'ai vu que la voie était libre pour sortir par la porte de ma chambre, je suis parti en courant le plus vite possible. Les blessures dont souffre Jason sont minimes comparées à celles infligées sur le corps de Jonia. De plus, une incision sur son doigt, qu'il dit s'être fait après avoir attrapé l'arme du crime, ne ressemble en rien à ce que la police a déjà eu l'occasion de voir lors de scènes de crime similaires. D'autres choses viennent contredire la version de Jason, notamment les enregistrements audio lors de son appel avec la police le jour du meurtre, qui ne corrobore pas sa version des faits lors de son interrogatoire, puisqu'il affirme d'abord que Jonia criait lorsqu'il a fui l'appartement, puis change son discours le lendemain. Un autre détail soulève une question: si la porte était verrouillée comme l'affirme Jason, comment le tueur a-t-il pu entrer? Il explique être parti en courant par la porte d'entrée. La question est donc de qui proviennent les gouttes de sang retrouvées à l'arrière du bâtiment. À ce moment de l'enquête, Jason est considéré à la fois comme un suspect, mais aussi comme une victime. S'il est bel et bien innocent, il est la seule personne à avoir vu le tueur et capable d'aider la police à le retrouver. La prochaine étape est donc de faire venir un spécialiste pour dessiner un portrait robot. Les jours qui suivent, Jonia est enterrée, sa famille en deuil, laissant la petite ville froide et effrayée par les événements. Les gens ne trouvent pas de réponse à leurs questions et surtout, ils ont peur que le tueur revienne prendre la vie d'une ou d'un nouvel étudiant. Que s'est-il passé cette nuit-là? Comment les choses se sont-elles déroulées? La police a besoin d'éclaircissements. Ils demandent à Jason de retourner sur les lieux du crime et de leur expliquer le déroulement exact de la soirée. J'étais en train de dormir, puis j'ai entendu un cri. Je suis resté silencieux. Je me rappelle avoir ouvert la porte et avoir vu quelqu'un dans le couloir. Il me faisait face à peu près à cette distance. Il m'a poussé dans cette direction et je suis tombé sur le lit. Il avait un couteau dans cette main et me tenait avec l'autre. Il me plantait avec son couteau. Pour les enquêteurs, la version de Jason ne tient pas la route. Il est émotionnellement détaché de ce qu'il leur explique et la police n'attend qu'une chose, que celui-ci fasse un faux pas. Pendant ce temps, le portrait robot du potentiel tueur est partagé un peu partout, gagnant rapidement en notoriété dans la ville. De plus, la police passe au travers des profils d'anciens condamnés dans la région et tombe alors sur un jeune homme qui semble correspondre à la description. Son nom est Michael Percival, il possède déjà un mandat d'arrêt pour d'autres charges antérieures au crime et Michael est retrouvé à son domicile à quelques kilomètres du lieu où Jonia a été assassiné. Et il accepte de venir se faire interroger sans émettre aucune résistance. Il part simplement chercher des chaussures avant d'accompagner les policiers et lorsqu'il revient, ces chaussures vont directement intriguer les enquêteurs. Il compare la semelle de la paire de Michael avec les empreintes de sang retrouvées dans la chambre de Jason sur la fameuse planche en bois. Et là, c'est la stupeur, ce sont exactement les mêmes. Pour les enquêteurs, c'est une victoire quasi assurée. Ils viennent de coincer le tueur et Michael est amené en salle d'interrogatoire pour expliquer être effectivement impliqué dans le meurtre. Selon lui, Jason et Jonia devaient une certaine somme d'argent à un dealer de drogue et n'ayant jamais été payé, celui-ci s'est rendu sur place dans la nuit. Michael est resté dans la voiture et un autre homme est alors entré dans l'appartement. Après plusieurs minutes, Michael se rend compte que son collègue n'est toujours pas revenu. Il entre alors à son tour et il voit Jonia au sol se faisant poignarder par son collègue. L'enquête est donc sur le point d'être bouclée lorsque les enquêteurs reçoivent les résultats du laboratoire ayant analysé la paire de chaussures de Michael et la correspondance est négative. Il s'agit effectivement de la même semelle, mais les traces d'usure ne correspondent pas. Ce n'est donc pas Michael Percival qui a marché dans la chambre de Jason cette nuit-là. De plus, la police remarque que Michael
adore être le centre de l'attention et qu'il souffre probablement de troubles mentaux. Autrement dit, il a potentiellement inventé son histoire de toutes pièces et n'a jamais été dans l'appartement. Les policiers reviennent alors à la case départ et se repenchent sur leur premier suspect, Jason. La police lui propose de passer au détecteur de mensonges pour pouvoir le rayer de la liste des suspects. Et Jason accepte. Une fois le test terminé, l'examinateur polygraphique sème la confusion et va faire quelque chose que personne ne comprend. Il l'accuse directement d'avoir commis le crime. Plus tard, un second expert donnera son avis sur les résultats du détecteur de mensonges et selon lui, Jason a bel et bien dit la vérité. Autrement dit, il est innocent. Nous sommes à présent plusieurs mois plus tard et toujours aucune réponse quant à qui aurait bien pu assassiner Jonia. Jusqu'à ce que la police reçoive finalement les résultats du test ADN du sang retrouvé dans l'appartement, sur l'arme du crime et sur les escaliers menant à l'arrière du bâtiment. On y retrouve bien entendu l'ADN de Jonia et de Jason, mais à leur grande surprise, on y retrouve aussi un troisième ADN, jusque-là encore inconnu. Il s'agit plus précisément de celui d'un homme, et cela prouve qu'il y avait effectivement un autre individu lors de la nuit du meurtre. La police lance alors une recherche dans leur banque nationale d'ADN, mais aucun suspect ne ressort. La personne ayant commis le crime n'est pas dans leur fichier, il s'agit donc d'un individu sans passé criminel. Comment quelqu'un qui n'a jamais commis de crime peut, du jour au lendemain, assassiner une jeune femme de façon si sadique? Et surtout, si une troisième personne était présente sur les lieux lors de la nuit du meurtre, cela veut dire qu'un tueur est quelque part dans la nature. Encore une fois, les enquêteurs se retrouvent à la case départ et plusieurs mois s'écoulent sans piste sérieuse. Les gens perdent espoir et l'affaire tombe malheureusement peu à peu dans l'oubli. Jusqu'au jour où un incroyable concours de circonstances va complètement bouleverser la police. Alors qu'ils roulent sur une autoroute, un automobiliste passe devant une pancarte où il est affiché les visages de Jonia et Jason, ainsi que le portrait robot du potentiel suspect. L'automobiliste appelle alors la police et déclare avoir déjà vu cet homme, puisqu'il s'agit d'un de ses meilleurs amis. Il s'agirait plus précisément d'un jeune homme dans la vingtaine nommé Taylor Olson. Celui-ci est déjà connu des fichiers de la police pour des petites infractions mineures, ce qui expliquerait pourquoi son ADN ne soit pas sorti lors de la recherche de la police dans leurs fichiers. Il est alors emmené pour être questionné et se soumet à un test ADN. Il est emprisonné pour d'autres délits antérieurs au meurtre, les mois passent et les enquêteurs attendent désespérément une réponse des analystes. Et vous allez voir qu'ils ne vont pas être déçus, puisqu'ils reçoivent un coup de fil du laboratoire qui leur apprend que l'ADN de Taylor correspond à celui du sang du troisième homme retrouvé sur la scène de crime. Et pourtant, Tyler nie en boucle. Il dit ne pas se souvenir d'être allé dans cet appartement et ne jamais avoir poignardé ou agressé qui que ce soit. Pendant 2 jours, les enquêteurs tentent de faire craquer le jeune homme qui refuse de changer sa version des faits, jusqu'au moment tant espéré où il finit finalement par parler. Malheureusement, malgré ses aveux, Taylor ne sera jamais traîné devant les tribunaux. En effet, il sera retrouvé mort quelques jours plus tard dans sa cellule, il s'était pendu. De leur côté, la famille de Jonia Berry réussit à faire passer le Jonia Berry Act au Tennessee, une loi visant à autoriser le prélèvement ADN de personnes ayant commis des actes de violence sans nécessiter un acte criminel pour prendre son ADN. En effet, si cette loi avait été en vigueur au moment du meurtre de Jonia, les policiers auraient directement pu arrêter Tyler puisqu'ils auraient eu son ADN dans les fichiers. Les amis, ce true crime horrible est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il y a eu beaucoup de rebondissements et franchement, j'ai adoré vous le raconter. Dans un sens, ça fait quand même plaisir de voir que la mort de Joanna, elle a fait un peu bouger les choses au niveau du gouvernement et des lois. Et finalement, en fait, ça honore un peu sa mémoire et ça va sûrement aider beaucoup d'enquêtes à être résolues beaucoup plus facilement. Et les amis, on remercie la sponsor du jour, Emma Matelas, les experts du sommeil. Allez voir le lien dans la description, ils vous feront profiter de moins 10% de réduction supplémentaire sur leur matelas. C'est dispo pendant 2 semaines
semaine. Et si jamais vous vous sentez pas prêt à changer de matelas tout de suite, n'hésitez pas à passer du côté des accessoires pour améliorer vos nuits durant cet été qui s'annonce quand même assez chaud. Oui, je suis Miss Météo. Qu'est-ce qu'il y a ? Les amis, j'ai une light qui est en train de mourir, donc en fait elle est déjà morte. Merci d'avoir regardé la vidéo qui était, je sais, assez courte. Ça sent les vacances qui arrivent de toute façon. D'ailleurs, sachez qu'il y aura des vidéos tout au long de l'été, mais je vais y aller mollo parce que j'ai envie de faire le plein de nouveaux concepts pour la rentrée, de revenir avec des idées un peu plus fraîches, un peu plus nouvelles, histoire de pouvoir passer une nouvelle année en votre compagnie avec des concepts toujours plus poussés. En attendant, portez-vous bien. C'était Giuliano. Ciao.